Bienvenue mes internets, vous êtes dans le Sydney Show épisode 3. Mon invité du jour c'est Jazzy Bass pour la sortie de son premier album solo, P-Town. C'est parti! Jazzy Bass, merci de nous accueillir au Grandville Studio. Merci à vous. Tu nous accueilles pour la sortie ton premier album solo, P-Town. Exactement. Donc on va en parler, mais avant ça, on va revenir sur ton parcours avec 4 images. Vas-y. C'est la rubrique Background. Alors on commence par la première image, je te laisse regarder. Yo MC, tu veux rimer, tu devrais me mimer. Carrière de fête, tout pire qu'un terrain miné. Pour toi c'est terminé. Rapper ça tape fort, kicker hardcore. Et chez moi interminé. Des bitches plombes et des tueries à pompe. C'est fini, MC, je te fais de nombre. Tel un cumulus, mon rap est un stimulus. Le message est positif, je bosse plus que je gosse. Donc je boxe ton système auditif. Je balance mes ondes, tel une sonde dans l'atmosphère. MC, toi tu t'affiches pire qu'un poster. Si t'as pas les bases et la technique, je t'explique, on m'appelle Jazzy Bass sur le break. Yeah. Wow. J'ai jamais vu cette, je sais pas de ça. Ah ouais? J'ai jamais vu cette vidéo. Jamais? Jamais. Ah moi je pensais, du coup j'avais peur que ce soit pas une surprise ça vient pour toi. De qui? Alors on remercie Boupaloza. Ok, c'est Bloopa. Ouais, c'est vrai qu'il a, voilà. Il a pas mal d'images. On remercie Boupaloza qui, pour le coup, pour la deuxième émission, il m'aide encore pas mal sur les archives. Je fais un gros big up. Ouais, grosse dédicace à Bloopa. Hein. Ouais. Grosse dédicace. Et du coup, voilà, il m'aide pas mal là avec SPM et maintenant toi, il m'aide beaucoup. Il a tout gardé. Ouais. Et donc, on contextualise pour ceux qui, du coup, connaissent pas forcément cette période-là de ta vie. Bah, ça, c'est l'époque qu'on appelle Hermitage. Donc, l'époque où on traînait sur ce terrain vague rue de l'Hermitage, qu'on appelait aussi le théâtre, vu que c'était un ancien théâtre, un théâtre abandonné. Et on se réunissait souvent. Là, sur la vidéo, on voit que je suis avec L'Étrange et Pushkin au c'est début. On entend Bloopa. C'est lui qui filme. Oui, c'est lui qui filme. Et bah là, on doit être en fin de journée. Il y a plus grand monde. Il reste les résistants. C'est ça. Genre, on a des épargnés parce que dans les images, il y a vraiment tout le monde. Ok. Les autres images que j'ai. Ouais. Donc voilà. Ah là, c'est. Et qu'est-ce que ça t'évoque comme souvenir, ça, cette époque-là, quand tu revois ça? Bah là, quand je revois ça et que je vois l'ambiance, la vibe, ça m'évoque, je sais pas, une sorte d'insouciance, d'innocence, C'était pour s'amuser. De passion, tu vois. Et ok. Et j'ai une gueule, putain, je suis jeune, quoi. Ouais. Je suis jeune de ouf. On passe à la deuxième image, tout de suite. Je suis dingue, la musique m'a possédé, la rime m'a obsédé, je viens la professer. Mes couplets sont des météores, tu croyais que t'étais fort, je te mets dehors. Je me marre sur tes chansons, j'arrive et remplis le mic, puis repars comme un champion. Lâcher ses fantômes, devenir un type et à l'écoute d'un guitare. Mes mots deviennent alors des avalanches de punition. Nous purifions le maquillage avant que nos crânes sont en ébullition. Nous unitions les vrais, tuons les faux gars d'un coup. Plus besoin d'être le roi Merlin pour voir que tu ne vaux pas un clou. Allez dégage, suffit que je me place pour que tu décolles. Un régal, j'ai tellement de place pour moi que j'école. Du Népal jusqu'au Nicaragua, lexique et technique à la fois. Musique classique en hymne à la joie. Je me pose sur la mélo. Celle-là, je la connaissais de vidéo. Ouais. Alors ça, c'est quelle époque, ça? Ça, c'est à peine après l'Hermitage, hein, c'est un peu après. Je sais pas combien de temps après, ça doit être... Donc là, le groupe, il est déjà formé avec... Parce qu'on le voit pas sur les images, mais en fait, t'étais déjà dans le groupe, t'avais déjà monté ton groupe Cool Connection. Cool Connection, ouais, ça existait à l'époque de l'Hermitage. D'accord. Là, ça existe aussi, et là, justement, on faisait en mode Cool Connection avec The Hop à la Bracadabar. C'est ça. C'est la première fois que je t'ai vu, c'est là. Moi. Sérieux? Ouais. Truc de ouf. Et il y a la plus grande proutline de l'histoire qui est pas besoin d'être le roi Merlin pour voir que tu ne vaux pas un clou dans cette vidéo. Donc c'est vraiment honteux. Et il y a là je vais partir en tournée avec Ben qui est déjà à la batterie. Voilà, c'est The Hop, donc il y a Loob aussi, là on voit pas sur la vidéo. Et on part aussi avec Monomythe là qui est pas sur la vidéo, mais qui voilà, comme quoi bon. Vous étiez déjà en train de commencer le truc, c'est clair. C'était déjà ça. Alors, petit saut dans le temps.
Très grand saut dans le temps, même. Yo, ta bitch t'a quitté. Je la ken avec brutalité. Elle dit qu'elle préfère ma musicalité et que je vais dynamiter. Yo, je voulais de la rivalité. Vous me filez un vieux gars qui se croit spécial car c'est le seul Renoir dans son village inhabité. Alors, le Rap Contender. Ah bah ça, là, c'est première édition. Voilà le passage de F. Donc je me souviens qu'on avait que lui il m'avait fait son texte un peu quelques jours avant. On se disait ah ouais putain ça va être chaud et tout, mais on savait pas trop ça allait ressembler à quoi vraiment. Toi tu connaissais déjà le prince, enfin le. Bah du coup on découvrait le principe. D'accord, tu connaissais pas celui la ligue du World Up, etc. Moi je connaissais les ligues un peu américaines. Je connaissais genre Iron Solomon et tout, je connaissais. I'm delivering a straight talk. I usually drive the juniors, but this shit is a cakewalk. Je voyais le concept, je savais pas que ça existait en français, donc on a découvert les Québécois qui faisaient ça, quand justement les gars se préparaient. John Rock, il vient mal propre avec des fats sur son laptop, en écoutant du SPS. Fond d'écran, Ryan Seacrest. Tu te pognes avec GS, Saint-Soul, c'est comme avec les chicks quand ils scorent. Ils fuck juste des têtes poules, des vieilles bitches que j'ignore. Je me souviens justement de ce moment-là, parce que F, en effet, il m'avait fait son texte, du coup là, quand il le faisait, je voyais ça donnait quoi en live. Et c'est ce soir-là un peu que ça t'a donné envie peut-être de dire, vas-y, peut-être que je vais faire le... Ouais, de ouf. Bah, ça donnait trop envie. Ça donnait trop envie. C'était une belle... C'est pour ça que j'ai choisi cet extrait plutôt que un des extraits de tes battles, parce que on sait que c'est ce soir-là, je crois que... Voilà, on me voit derrière, moi je me tape des barres, mais en même temps je bouillonne, je veux dire, ouais, j'ai envie d'en faire aussi, c'est marrant et tout. C'est ça. On va passer à la 4e image. Je connais pas mon heure, je pense à mes potes dont les parents meurent, puis aux miens, et comme d'hab j'en pleure. L'amour c'est dangereux, y a que l'amitié qui me rend heureux. Si ça sent le feu, ils sont là quand je veux. Donc on traîne en bande, on fait la guerre en gang. La ville est tellement grande, je m'y perds, mais j'aime sa putain d'atmosphère ambiante. C'est l'homme qui a bâti tout cet univers, réunit tous les éléments permettant l'avènement de Lucifer. 64 mesures de spleen. Ouais. Alors j'ai choisi l'image là en fait tout de suite, parce que moi j'avais envie de sélectionner les 4 moments forts en fait de ton parcours. Et en fait si tu veux, il y a une partie qui est plus passion, terrain, c'est les 2 premières images, où là t'étais vraiment dans le... On était inconnus aussi, voilà. Et après c'est plus internet, parce que du coup il y a Rap Contender, etc. et tout. Et il y a un décalage, moi j'aimerais bien que t'expliques un peu, si t'es recherché ou pas, mais il y a un décalage entre le Jazzy Bass des Rap Contender, où t'es arrivé super souriant, smooth, en décalage aussi par rapport aux autres, parce que eux, ils étaient tous un peu vénères, on y va, en mode clash et tout. Et le Jazzy Bass sur la route du 314, où là t'es dans une mélancolie, c'est sombre, etc. Bah déjà pour le Rap Contender, j'avais choisi d'arriver smooth et souriant, parce que vu que j'avais pu voir l'édition 1, j'avais vu que personne n'avait fait un délire comme ça. Ouais, donc t'avais vraiment choisi. Donc je me suis dit, vas-y, ce serait marrant d'arriver en mode tout tranquille et clasher, mais en mode tout détente. Et c'est pour ça qu'après, j'ai pas refait ça à chaque clash, parce que pour le coup, là, c'était original. Après, j'avais envie de faire des clashs peut-être plus rentre dedans. Et après, sur la route du 314, ça n'a rien à voir avec un clash, vu que c'est un projet, on fait des sons et tout, et donc... Mais ça fait partie de ta personnalité, le gars qu'on voit sur scène, tu vois. Ouais, bien sûr. Et on n'a pas retrouvé à aucun moment sur la route du 314. On peut le retrouver, parce que finalement, quand même, c'est détente, c'est posé. Tu vois, c'est triste, mais je vais pas arriver en clash et être triste, tu vois. Oui, mais donc, ce que je veux dire, c'est il y a une partie, c'est des facettes différentes. Ouais, c'est clair. Et je pense, est-ce que tu crois qu'il y a des gens qui se sont perdus entre le mec qu'ils ont vu sur scène en mode, tu vois, chill, etc. Parce que même contre Gaiden où t'es en mode rentre dedans, tu restes chill quand même, t'es très souriant, ça reste un jeu, quoi. Bah moi de toute façon, je pense que c'est comme ça que je suis dans la vie. Je suis, tu vois, depuis que je suis petit, on me dit je souris tout le temps et tout. Tu vois, c'est ma façon d'être. Donc un clash, c'est a cappella, je sais pas. En fait, il y a des gens, ils ont dû peut-être bien aimer comment mes clashs, etc. Et après, pas forcément la musique parce que c'est 2 trucs très différents. T'avais pas l'intention de faire, t'étais pas le rappeur rigolo, quoi. T'avais pas l'intention de faire un projet où t'allais. Non, parce que autant, voilà, je suis comme ça dans la vie, je suis sourire et tout, donc un clash, je le fais comme ça. Autant aussi, dans ma vie, j'ai toujours kiffé les sons
plutôt sombres, donc je fais des sons plutôt sombres, tu vois. Ça, c'était vraiment un exercice de style pour le Rap Contender, et ensuite pour tes projets solo, t'étais déjà sur une autre façon de voir les choses, qui était plus personnelle pour toi. C'est un peu la même façon de voir les choses, parce que on a tous déjà plusieurs facettes, et je pense que moi ça me touche pas mal les sons un peu mélancoliques et tout, et ça m'a jamais empêché d'être un mec souriant dans la vie. Et quand j'écrivais des trucs un peu sombres et tout, ça m'empêchait pas de me taper des barres avec mes potes à côté, tu vois. Grave. Ok. J'avais envie tout de suite d'avancer sur l'après, sur la route du 314, et comment c'est un projet qui a pas mal marché qui était en téléchargement gratuit. Ça a dû te motiver et t'inciter, te donner envie à sortir un album solo. Mais il y a quand même, je crois, 2 ou 3 ans qui ont séparé la route du 314 à aujourd'hui. Tu parlais, je sais plus dans quelle interview t'as expliqué, je crois que c'est pour Stay Tuned, où tu disais qu'il y a eu panne d'inspi. Ouais, total. Ouais. Un petit peu de flemme, un peu quand même. Énormément. Voilà. Et t'es allé à New York pour rejoindre Lionel D, qui a mixé l'album. Lionel, comment t'as dit? Lionel D. Ah. Lionel D, c'est pas ça? Lionel D, c'est Lionel D. Lionel D, c'est pour toi mon frère le beurre. Tu m'as remonté le moral, remis en forme, explose dans mon cerveau le mot qui firent de moi un homme. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas, mais qui se font. Je t'en prie, crois en toi, monte le son. Tu connais cette chanson? Non. Lionel, alors je vais dire. Lionel L. Sound. L. Sound. Grosse dédicace, Lionel L. Sound. Excuse-moi. C'est grave. J'ai fait une grosse faute. Non, c'est marrant. Ouais, et donc, alors que le sujet principal de ton album, enfin la toile de fond de ton album, c'est Paris. Et donc t'as dû quitter Paris pendant 3 mois. Peut-être pour éviter les distractions, je sais pas. Surtout. Ouais. Pour te focus. Ouais, surtout. C'est là-bas que t'as retrouvé le mojo et tout? Un peu. J'avais commencé à faire des sons à Paris. J'ai été re-rentré dans le bain. J'étais sorti de cette période de panne d'inspiration. J'ai fait des sons un peu à Paris. J'ai fait des sons même ailleurs en France, mais je re-rentrais dans le bain. Et quand je suis parti à New York, c'était déjà dans l'intention de mixer les sons que j'avais faits et d'en écrire des nouveaux et d'avancer bien sur l'album avec Lionel, qui est la deuxième personne la plus active sur le projet, parce que il a réalisé avec moi, il a fait énormément d'arrangements et il a mixé tout le projet. Donc être avec lui, vu que il est à New York, c'était parfait. C'était le moyen d'avancer vraiment, tu vois. C'est ça. Et ça t'a pas... Comment tu l'as vécu le moment où c'était page blanche, t'arrivais plus à écrire Ah, mal. Parce que en plus, tu t'es dans un collectif où t'es en émulation, tout le monde est en train d'avancer sur ses trucs, et du coup toi t'avançais pas. Comment tu l'as... Mal, hein, franchement, c'est un peu ça te ravage un peu. Quand t'arrives pas et que ça fait longtemps, tu n'essayes pas vraiment. Quand t'essayes, c'est genre, t'y arrives pas. Au bout d'un moment, ça t'atteint psychologiquement, t'es pas bien. T'es dans le bad, t'sais. Bon, finalement, il est là. Voilà. Il est dans les bacs. Yeah. On va parler de l'album P-Town. C'est un projet, donc 15 titres. Avec Paris en toile de fond. Moi, ça m'a fait penser un peu à Tout est écrit de Kondo. Et en plus, lui, il disait récemment dans une interview pour la l'Abécédaire du son que Paris, en fait, peu importe la direction artistique qu'il prenait, Paris, c'était toujours sous-jacent, voilà. C'est Paname, quoi. Ouais. Et donc, je me suis demandé si toi, tu te reconnaissais un peu dans cet artiste-là, si tu te sentais proche un peu de son univers, etc. Bien sûr, là, je dois le capter dans 1 heure. Donc, donc oui, voilà. L'affiliation est plus que consommée. Voilà. Et j'ai beaucoup écouté Kondo étant jeune. Déjà, j'ai beaucoup écouté La Clica, mais après, j'ai beaucoup écouté justement Tout est écrit, et c'est comment il s'appelait son autre album il y a Tout est écrit, et il y a Soulins. Moi, j'ai écouté ça, c'est le 3e, mais c'est Tout est écrit, c'est le premier, et le 2e, c'est celui-là où il y a des sons comme je crois Amour et peine. Je crois pas que c'est dans Tout est écrit. Moi, j'ai pas beaucoup écouté Kondo, hein. Ouais, Tout est écrit et Soul Inside, moi. Ouais, mon préféré c'était le 2e, et là il a sorti Intramuros qui est très lourd aussi. Oui, voilà. Donc il continue, enfin lui on l'a toujours écouté parce que justement il arrive
à mettre une grosse ambiance, tu vois, dans sa musique. Et c'est vrai que tu sens Paname, tu vois. C'est ça, que j'aime bien. c'est pour ça du coup que j'ai fait le rapprochement. Et pour rester sur Paris, il y a un single là que t'as mis en avant dernièrement, clippé, qui est ultra parisien. Ouais. Où tu fais une déclaration d'amour au club de notre ville et que tu racontes ton passé aux ultras. Déjà, vu qu'il y a eu plein de choses déjà qui ont été dites depuis la sortie du clip, j'aimerais que tu rappelles quand même aux gens ce que sont et ce qu'ont été les ultras. Je pense que c'est important quand même. Ultra, la définition, c'est Bon, au moins les ultras, toi, à ton sens, au sens du club du PSG, tu vois. Après, il y a des ultras de tout. Ouais, mais en général, de manière générale, ceux qui se revendiquent ultra d'un club, ils font partie en général d'un groupe, d'une association qui supporte leur club de manière indépendante. C'est par rapport au club. Et ils s'organisent tout seuls pour supporter l'équipe et en général ce qu'un ultra fait, c'est il se déplace partout l'équipé, il vit sa passion à 4000%. Voilà, il s'investit à 4000% pour son club. Yes, et donc ça t'a fait ça de tes quel âge à quel âge? Avant qu'on voit la vidéo, je suis sur le terrain de l'Ermitage et que je sois dans la passion vraiment du rap pour tout donner là-dedans, je donnais tout pour le PSG. Okay. Donc quand j'étais avant ça, c'est-à-dire de 13 à genre 17 ans, tu vois. Ok. J'avais envie de te parler de ça parce que ça a l'air, c'était un exercice périlleux, moi je trouve, de parler d'un truc aussi pour certaines personnes qui suivent pas le foot, tu vois. Ouais. Parce que en plus il y avait déjà tu l'avais déjà évoqué dans une interview pour SoFoot en 2012 où le journaliste ou la journaliste te demandait pourquoi t'avais arrêté, tu vois. Et tu lui avais répondu, je prends mes petites citations. Si j'ai pris mes distances avec le monde des ultras, c'est parce que j'ai compris que tout comme le graphe, parce que tu as aussi eu une période graphe, c'est un monde qui n'allait pas faire de moi ce que je veux être. Bah quand j'étais petit, ouais, parce que quand t'as entre 13 et 17 ans, tu vois, tu vis ta passion et t'es le plus jeune et tu regardes autour de toi et tu te demandes en même temps ce que tu vas faire de ta vie, etc. Et tu vois à quel point déjà, même à l'époque où les ultras, on avait tous, il y avait plein d'associations au parc et tout, on nous chiait déjà à la gueule, genre le PSG, il nous chiait à la gueule de ouf, la Ligue, etc. Après, voilà, faut combattre pour la liberté. Depuis 2010, l'ambiance du stade n'est plus la même. Avec la dissolution des associations de supporters, c'est une partie entière du public parisien qui fut éradiquée, uniquement considérée par le PSG et l'opinion publique comme des hooligans. Victimes de cet amalgame, ces supporters historiques, appelés ultras, voient leurs droits bafoués. Finalement, tout d'un coup, j'ai eu une sorte de révélation, tu vois. Je me suis dit, mais je sais pas, tu vois, c'est un délire où on donne tout notre argent, tout notre temps, tout et... Mais c'est pas les gars que tu côtoyais qui disaient que tu disais je veux pas devenir ce gars-là. C'est plus l'investissement que tu mettais. Non, mais en fait, dans un groupe ultra, il y a tout. Il y a des gars, ils ont un boulot, il y a des gars, ils sont au chômage, il y a des gars, ils ont 40 ans, il y a des gars, ils ont 13 ans. Donc, socialement, c'est assez fort parce qu'on est tous unis, tu vois, sous une même bannière, on va dire. Et, mais en effet, étant le plus jeune de mon groupe, je voyais aussi que les gens qui étaient le plus investis dans le groupe, c'est une passion où malheureusement, tu passes ta vie à être incompris et mal, tu vois, jugé et tout. Et ça joue dans les facteurs aussi où, quand j'ai eu le rap qui est arrivé, tu vois, je me disais, vas-y, il faut que je m'investisse dans cette passion. Parce que j'ai du mal à être sur deux fronts en même temps. Maintenant que je suis tranquille avec le rap. Mais il y a souvent ce questionnement-là dans l'album, même dans Adrénaline et tout, dans le morceau Adrénaline, je crois que c'est ça de mémoire. Et dans d'autres morceaux, de toute façon, tu vois, où tu te poses pas cette question-là en mode morceau conscient, tu vois, mais il y a toujours sous-jacent le côté ta place, ce que tu dois être, le mec que tu veux être, etc. Et donc je me demandais si à cette époque-là de l'interview SoFoot, tu disais ouais, j'ai arrêté parce que tout comme le grave, je savais que ça allait pas m'amener là où, enfin, ça allait pas faire de moi ce que je veux être. Est-ce que le rap aujourd'hui, ça fait de toi le mec que tu veux être, ou tu vois? Si à chaque fois, c'est peut-être un truc où tu te positionnes en mode, bah, je suis un mec du graphe. Bah, en fait, tu vois, quand t'es petit, que t'as entre 13 et 17 ans, et que t'as une passion, l'idéal, c'est que la passion, elle devienne ton métier. Et le rap, c'était le seul truc où ça pouvait devenir mon métier, etc., où je pouvais m'investir en même temps en me disant
que je pourrais faire ça de ma vie. Donc j'ai décidé de le faire. Et là, comme maintenant que c'est mon taf, justement, je peux être ultra à côté, tu vois. Mais quand t'es petit et que tu donnes tout, bon, le graphe, pareil, tu vois, les gars, c'est des passions que je respecte de ouf, parce que justement, il n'y a pas d'aspect monétaire et tout. Mais moi, j'ai du mal à, je sais pas, je pense que c'est bien d'être passionné et que c'est une chance de pouvoir vivre de sa passion. Et franchement, là, je suis l'homme le plus heureux du monde. Okay. Et quand je parle dans l'adrénaline des questionnements et tout, c'est un truc que j'ai eu. Mais aujourd'hui aussi, je parle vachement de mes potes et tout, parce que finalement, tu vois, je vais avoir 27 ans en avril. Voilà, pour mon anniversaire, moi, je vous donnerai l'adresse pour les cadeaux. Et je regarde autour de moi. Je vois que ce questionnement, il est on ne peut plus présent, parce que quand justement, malheureusement en France, on t'a jamais appris à choisir quel métier te conviendrait et dans lequel tu t'épanouirais, les gars à 27 ans, à 30 ans, ils cherchent encore ça et ça les déprime. Donc quand je parle de ça, et c'est un des sujets un peu de l'album, je parle, même moi quand j'étais dans ma période j'arrivais pas à écrire, c'est parce que je me demandais encore si c'était ça qu'il fallait que je fasse, tu vois, si c'était ma voix. Et donc, ça me bloquait un peu. Ouais, parce que t'as eu la période fac, L1, on fait une L1, on fait une deuxième L1, etc. et tout. Et donc, du coup, je me dis, je l'ai ressenti même dans le côté, dans le morceau Amen. Ouais. Où il y a un truc un peu comme ça de... Il y a souvent des questions. On espère, on prie, après chacun, sa spiritualité, chacun fait comme, tu vois. Mais il y avait surtout ça, et puis il y a une autre thématique aussi, c'est le rapport homme-femme. Et là il y a eu un vrai, je sais pas si on peut dire exercice de style, ou si c'est toi qui as eu envie de prendre cette façon de faire, très gainsbourgienne. Et de sous chic, c'est ne rien dévoiler du tout. Se dire que lorsqu'on est tabou, c'est tabou. Mais pas forcément Gainsbourg, ça fait penser en fait, mais c'est juste que ça fait penser parce que c'est celui qu'on connaît en France qui faisait le mieux ça, de parler des femmes aussi comme ça, parce que je crois que c'est même pas forcément la voix, c'est la façon dont tu parles des femmes. Il y a le premier couplet dans Les Chemins, je trouve, et après il y a Trompe de Fallope, où là, il y a eu beaucoup d'Oc Gynéco qui a été cité et tout ça, mais en fait, du coup j'ai de la chance vu que je passe un petit peu après tout le monde, je peux réécouter et tout. Et c'est dans l'interprétation, mais c'est surtout cette façon de parler crûment, tu vois, parce qu'il y a il y a une élégance, il y a des métaphores, mais des fois il y a des petits passages où c'est cru, on trempe le biscuit, tout ça. J'aime bien. Mais, Doc Gynéco, il avait cette particularité, comme toi t'as eu, c'est que ça passe. Non, je n'ai pas oublié tous ces talons carrés, ces filles aux beaux fessiers qui firent fureur cet été. Je lis SAS pour me remémorer. Nous les meufs, on peut l'écouter sans que, tu vois, contrairement peut-être à d'autres morceaux de rap où c'est plus... Donc il y a ce contraste entre ta voix et tout, tu le fais très suave, très, tu vois, dans une douceur, mais où tu parles, tu vois. Et puis les moustaches, tout ça. Non, mais je voulais amener à ce qu'on sourit un peu en écoutant ce son-là. Donc des fois, un petit mot cru qui arrive de nulle part. C'est toujours marrant. C'est ça. Je voulais surtout qu'il amène à sourire ce son et qu'on sourit parce que des fois ça peut être marrant, mais même parce que j'aurais trouvé un bon jeu de mots sur le thème. Quand tu tiens tout le temps un thème, c'est marrant de voir où tu vas. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a les métaphores filées et tout, et je me demande si c'est pas parce que maintenant on t'a écouté et que je pense qu'il y a peu de personnes maintenant qui peuvent remettre en cause ta technique, tu vois. Je me demande si c'est pas ces morceaux-là où tu galères le plus. Quand je tiens un thème, par exemple. Ouais, tu vois, où tu dois peut-être galérer pour finir, parce que je sais pas, tu vois, comment tu travailles ça, mais tu sais. Trompe de Fallope, par exemple, j'ai pas trop galéré parce que quand j'ai écouté le morceau de Georges Brassens où il dit, justement, tu as connu toutes les moustaches, je sais plus quoi. Tu n'es pas de celle qui meurt ou elle s'attache, tu frottes ta joue à toutes les moustaches. Faut se lever de bon matin pour voir un ingénu qui ne t'est pas connu. Genre, direct, je me suis dit, c'est trop chaud, je vais faire un son là-dessus. Et là, pendant 3 jours, j'ai fait une sorte de brainstorming, comme on dit, où j'ai lâché toutes les idées que j'avais.
Et quand j'avais toutes ces idées, après, c'était vraiment un plaisir de jouer au puzzle. Jouer au puzzle et faire 3 couplets. J'ai une histoire qui s'est mise en place un peu toute seule. C'était assez plaisant de voir que, voilà, ça se forme assez naturellement. Et voilà, j'ai trouvé vraiment un peu... J'ai répondu à certaines mêmes questions que je me posais sur le morceau pour qu'il soit bien. J'ai réussi à trouver toutes mes solutions sans trop galérer. Ouais. C'était plus pour poser le son que j'ai un peu galéré. Je l'ai enregistré une première fois où j'avais vraiment pas aimé comment j'avais posé. Ouais. Oui, il fallait trouver le truc, l'intention. L'interprétation, c'était plus dur parce que je chante rarement comme ça et là, c'est surtout le son. Donc ça, j'ai un peu plus galéré. L'écriture, c'était assez agréable. Yes. Et puis, il y a ton premier morceau sur lequel on peut danser. C'est 3-14 Boogie? Ouais. Boogie, oui, 3-14 Boogie avec le refrain de SO. Ouais. C'est ton premier son, c'est ça. Et donc, ça fonctionne toujours aussi bien à vous deux, hein. Le homo, mais c'est l'amour de ta vie de rappeur quand même, tu vois. Bien sûr. C'est vraiment... Est-ce que t'as pas je sais pas ce qu'il en est, tu vois, il y a toujours des espérances de fans et tout, mais t'as pas un goût de inachevé ou de non commencé avec la Coolco? Si, il faut faut un moment qu'on fasse plus de sons, parce que quand on fait des sons, c'est toujours des sons, je trouve, super intéressants. Je trouve que ça marche bien, mais de style, c'est des styles assez différents, et je trouve que c'est ça qui est fort. Parce qu'au final, t'es en solo, mais le projet de base, c'était la Coolco, quoi. Le projet de base, c'était la Coolco. C'était ça, tu vois. Donc c'est pour ça que j'avais envie d'y revenir. Mais après, tu peux pas parler en son nom, mais Esso aussi, il faut que... Esso Luxueux... Moi, je pense que ce qui serait bien, c'est que lui, il s'émancipe en solo. Ouais. Manger du caviar quand tu bouffais un peu. J'avoue, j'ai pris la grosse tête, mais c'était juste pour rouler un blunt. Qu'il fasse ses trucs, qu'il se remette dans le bain via un projet solo, 2 projets solo, et que là, après, tu vois, on fasse un truc Cool Connection, tu vois. C'est clair. Ça peut être chaud. Bah maintenant qu'on est sur les brothers, on va passer à la dernière rubrique. C'est ma rubrique préférée, c'est l'instant mignon, l'instant fragile, l'instant Drake, tu vois. On est allé poser des questions à des gens qui te connaissent plus ou moins. Ouais. Des questions banales, hein. Ouais. Tu sais, je me suis pas trop compliqué la vie sur les questions, mais elles ont répondu avec le cœur. C'est la rubrique Avec qui tu roules. Yes. Jazzy Bass, c'est un ami à moi, mais c'est aussi un ami à nous. À mon sens, le meilleur parolier français. Donc là, je parle de l'artiste, mais humainement parlant, c'est un ami, c'est même un frère, tu vois. Bah avant tout, c'est un pote de cette bande qui est Grande Ville. La famille. C'est mon frère. Un Khi. K-H-I. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, Jazzy Bass est un MC d'un grand talent et un ami d'une grande amitié. Jazzy Bass, c'est avant tout un ami. Alors Jazzy Bass, pour moi, c'est un de mes plus proches amis. C'est le frérot et en même temps, c'est un très bon acolyte de travail. J'ai failli dire alcoolique de travail. Alcoolique. Ça aurait été un lapsus totalement faux. Ça remonte à une paye. Je crois que c'était en 1972 ou 1973, quelque chose comme ça. À mon avis, c'était au théâtre. Il y a de grandes chances pour que ce soit au théâtre. Je me rappelle parce que je travaillais au magasin Buick à l'époque. Je vendais des caisses d'occasion, c'était quelque part dans le New Jersey, à Kensack. Je l'ai rencontré via les Twinsmatic, qui étaient dans ma classe. À l'époque, ça s'appelait DJ Robaz. Et il est venu pour acheter une Buick, mais on était au magasin Ford. Donc je lui dis, pourquoi tu vas acheter une Buick si on est au magasin Ford? Je devais aller voir Martial, un gars de Grande Ville. Et il m'a dit, ouais, il y a ce gars que je connais un peu vite fait, viens avec moi, on va le rencontrer, on va parler musique. Il me dit, ce que je veux, c'est une Buick. Je lui dis, mais tu vois pas qu'il y a que des Ford devant toi? Il me dit, non, ce que je veux, c'est une Buick. Ça, c'était il y a un peu longtemps, en fait, c'est une connaissance de ma mère. Il m'a présenté Jazzy Bass, on a direct accroché. Ouais. Alors je vais voir le patron, je lui dis, il y a un mec qui est là, il veut une Buick. Le patron veut rien entendre, Jazzy Bass veut rien entendre, et moi je me retrouve au milieu de tout ça. Donc qu'est-ce que je pouvais faire? Bah je lui ai trouvé une Buick. Et il est parti avec sa Buick et on s'est pas revu pendant, je crois, 10-15 ans. Après c'était Cuba et d'autres trucs.
Enfin, d'autres histoires. Il est très perfectionniste. Son perfectionniste et son perfectionnisme aussi. Parce que c'est deux choses différentes. C'est quelqu'un qui peut passer énormément de temps à réfléchir juste sur une ligne, mais pour avoir la profondeur, la manière, pour moi c'est un taré. Et sa capacité à toujours trouver la face parfaite. Et ses qualités de rappeur. En fait, il y a une connexion avec lui parce que c'est sa tristesse qui me fait kiffer. Son torse velu en premier. Non, je plaisante. Par moment, je pense qu'il se met certains blocages qu'il ne devrait pas. Et c'est ce qui pourrait lui permettre d'évoluer encore plus, tu vois, au niveau de son style. Aucun membre de l'entourage n'a une faiblesse. Des fois, il gagnerait pas peut-être à lâcher un peu de lest, tu vois, et pour pouvoir être un peu plus productif. Bah, l'amour est mort dans un film de cul, hein. Bitch, on te pisse dessus. C'est le 64 bars. J'ai vu des drames horribles, ça m'en a shooté le cœur. La vie un bouquet de fleurs qui se fanent trop vite. Prenez comme un hymne ce texte que je vous destine, je porte dans mon estime à Team de l'Est. N'appelle pas petite Russ, la meuf sur laquelle tu te masturbes. Je vais vous appeler Neil Armstrong tant que vous êtes lunatique. Rendez-nous le parc. J'ai voulu tenter l'impossible et j'ai compris que c'était impossible. Les gens me trouvent admirable, mais je suis qu'une sale merde. Shit. Bah les gens ils ne savaient peut-être pas que c'était qu'une sale merde. Il lit tout. Tout ce qu'on peut dire de lui, tous les commentaires sur YouTube. Je sais pas si vous voulez avoir un truc sur Facebook, ça peut le crever, mais il va quand même le lire. C'est un Kaufman. Ouais. Ils savent pas que c'est un ils savent pas que c'est un Kaufman numéro 1. Ok. C'est un grand romantique au fond. Il a tout dit et il va continuer de tout dire jusqu'à la fin de sa carrière. On le surnomme Gonzalo Higuain, parce qu'il rate un peu tous les tirs en fait. Bah, ils savent pas combien ils vont dépenser de fric en fait, précisément, je dirais. Que c'est une femme, en fait, et qu'elle s'appelle Crystal et qu'elle travaille au Secret Square. Alors ça t'a plu tout? Ah, c'était trop marrant. Ah non, franchement... C'est le reflet un peu de l'ambiance en fait. Ouais. Tu traînes. Bah, il y a des gars, des potes de l'entourage, potes de grande ville. D'ailleurs, pour toute parler la famille de... il y avait ça toute la famille plaisir. Grande Ville. Je voulais revenir là-dessus. On a aperçu Dijor Smith qui réalise certains clips. Jimmy Woo, qui a monté avec Ezo et Fox le Grande Ville, où on se retrouve actuellement. Ouais. Il y a Julan et Nicolas qui ont fait leur marque Grande Ville Hillsborough. Du coup, j'ai envie de demander, Grande Ville, c'est quoi les ambitions? Grande Ville Empire Ouais, c'est un building avec marqué Grande Ville tout en haut. Et vous avez envie de voir, est-ce que vous avez envie de peut-être produire des gens? Est-ce que vous avez déjà une vision ou là pour l'instant chacun fait ses trucs de son côté et... On veut être, vu que chacun fait ses trucs, tous réunis sous l'entité Grande Ville et du coup on veut toucher un peu à tout, donc rien n'est fermé, tu vois. Souvent on trouve des nouveaux business à faire. Vous continuez quand même de fomenter des trucs. Voilà, en fait, il y a plein de trucs qui arrivent où des fois on n'avait pas expérimenté et ça fait des nouvelles affaires, tu vois. Il y a pas mal de gens en plus qui viennent enregistrer ici. Grande Ville Studio, ouais. Voilà pour le Grande Ville Studio, il y a plusieurs services qui sont proposés, voilà. Il peut y avoir de l'enregistrement, du mix, du mastering, tout ce qui est classique. Mais il peut y avoir, de la production, il peut y avoir plein de trucs. D'accord. Donc voilà, c'était les potes. Alors on arrive sur la fin de l'émission. Je sais pas comment je vais amener cette transition la plus pourrie du monde, mais je vais poser la question la plus banale de fin d'interview. On va parler de deuxième album. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ensuite? Et moi, je vais te faire partager un peu mes craintes, mais d'abord, j'aimerais déjà que tu répondes à ça va être quoi la suite pour toi après Pita en blanc? J'ai déjà le prochain projet en tête et là justement j'avais commencé à réfléchir en termes vraiment d'écriture à ce que je voulais et là hier en parlant avec Lionel ça c'est un peu décoincé aussi en termes de musical de ce que je veux
Donc je sais exactement ce que je veux là pour le prochain projet, donc je suis archi content. Okay. Et il suffira juste de le faire. Et tu veux que ça sorte vite? Tu veux te laisser le temps? Je veux que ça sorte le plus vite possible, dans le sens qu'il n'y ait pas cette étape de rien faire entre les deux. Donc là, je vais m'y mettre très rapidement. Je dois finir quelques trucs que je dois faire avant, en termes d'écriture, etc., des featuring, des trucs comme ça que j'ai promis depuis un moment. Là, je vais faire ça. Et après, on s'attaque au projet et on le fait, quoi. Ok. Donc ça sortira quand ça va sortir. T'as l'air d'être super confiant et tout. Ah là, je suis content. Du coup, ma crainte, elle tombe à l'eau, parce que c'est une crainte de ouf. Non, mais parce que j'avais cette crainte, et limite, quand j'ai fini l'album, je me disais, mais je vais faire quoi comme projet après, tu vois? Parce que quand tu donnes tout dans un album, et que c'est un album que t'as mûri finalement pendant 10 ans, parce que tu t'y pensais, c'est exactement ce que j'allais te dire, en fait. Ben souvent les deuxièmes albums ils sont foireux, tu vois. Non mais il faut qu'on en parle, parce que moi j'ai ma crainte. Alors c'est pas un truc qui s'applique à tous les rappeurs, je tiens à le préciser. Ouais. Mais moi, pour moi, le premier album solo, tu vois, on va prendre des classiques, hein. Par exemple Illmatic, le gars il avait 21 ans, donc pour moi c'est 21 ans de condensé de vie. Donc on est dans l'authenticité et tout. Voilà. Alors c'est pas tous les premiers albums de mecs où je dis c'est son meilleur album. Par exemple pour Jay-Z, c'est un exemple qui me colle pas, mais c'est un très bon album. Mais c'est pas mon album préféré au final avec le recul. Mais tu vois, il y a quand même, quand on réécoute l'album de Jay-Z, cette authenticité qui est difficile à retrouver. Enfin pas authenticité, mais tu vois, cette véracité, ce... So that all from the OPM and third person, I don't wanna see him. Niggas be running through the block shooting. Time to start a revolution. Plus they call us telling her son's on life support, and just imagine how my girl feel on the plane, scared as hell that I got look like Emmett Till. She was with me before the deal. Les gars, ils ont fait un classique comme Nas Illmatic. Ouais. Va faire un autre classique derrière, pas en parce plus, que derrière, je sais pas s'il y a eu... Bah pas parce que c'est dur à produire ou à refaire des bons textes, mais oui, comme tu dis, exactement comme t'as dit, il y a 21 ans de vie, il met tout dedans, et après, il y a peut-être plus trop de vie, c'est direct, on refait. C'est direct, on refait, tu vois. Et là, je me dis, il y a tout ton, entre guillemets, adolescence, par le biais de plusieurs thèmes, on a parlé des ultras, il y a les meufs, il y a les potes, potes, ça a une place aussi importante dans ta vie, ta réflexion sur... comment tu te positionnes entre guillemets dans le monde sans être existentialiste, tu vois, mais il y a tout ça, et c'est des questions que j'ai envie de dire, ça fait peut-être pas 26 ans, parce que bon, tu vois, il y a le temps, mais on va dire 10-15 ans que c'est ta vie, et là tu l'as mis dans un album, donc c'est fort, ça y est, genre on sait... Parce que dans le rap, c'est souvent très personnel, donc en effet, ce problème peut se poser, et moi, j'ai pas du tout, tu vois, envie... je dois encore mûrir et cogiter le prochain projet. Je peux pas du tout en parler, en fait. Oui, mais normal. Mais ça veut dire que si t'es aussi enthousiaste, ça veut dire que tu vas trouver des choses à nous raconter encore. Parce que la crainte que t'as, genre, c'était vraiment la crainte que j'avais. Et quand j'ai fini quand en fait le projet, il était en précommande sur iTunes et tout, finalement, j'étais même pas content qu'il sorte, parce que je me disais, qu'est-ce que je vais faire après, là? Il fallait que je trouve un truc. Et à un moment, j'ai eu une révélation. Et là, j'ai eu la deuxième révélation pour bien compléter. Ça va encore mûrir et je vais savoir exactement. Et là, du coup, je suis enthousiaste parce que j'ai envie de faire du coup un nouveau projet et je sais lequel. Mais toi, tu te positionnes comment par rapport à justement toute cette réflexion que t'as eue sur ouais, mon projet il sort, mais je sais même pas c'est quoi la suite. Mais en même temps, faut que je prenne le temps de mûrir un truc, on verra bien, tu vois, en mode je prends les choses comme elles arrivent. Et le fait que l'industrie, c'est genre limite, on n'a même pas le temps que le rappeur il nous manque. Exact. Genre, comment ça se passe maintenant, c'est limite 2 projets par an, truc. Le mec il me manque même plus, tu vois. Alors je j'ai pas besoin de citer de quoi que ce soit, c'est pour tous les rappeurs que je ressens ça, les Quinry comme les Français. Il me manque plus parce qu'en fait il y a toujours des trucs. Je dois même des fois rattraper. Il y a plus dans la consommation, il y a plus cette attente, etc. Parce qu'il faut enchaîner. Donc toi, comment tu te positionnes en fait sur le côté faut pas que je m'endorme, ça y est, faut y aller et tout. Et genre mais il faut que je crée, faut que je skim mon truc, etc. Bah exactement. D'un côté, faut y aller, et d'un côté, faut faire son truc. Donc il faut trouver un truc qui te motive à écrire, parce que quand tu sors d'un album où t'as beaucoup écrit et t'es content voilà, il faut trouver un truc qui te redonne envie d'écrire. Et c'est ça que je cherchais. Et là, je l'ai trouvé. J'ai grave envie d'écrire.
Donc voilà. On est bon, donc on roule pour le deuxième album. Ouais, on roule tranquille. Vous avez entendu, hein. Il arrive, hein. Ouais, après voilà, hein, ce sera. C'est ce qu'on souhaite de toute façon. Le manque. Je vais pas demain sortir plein de sons inédits et tout, parce que justement je vais me concentrer sur le prochain projet. Donc s'il y en a à qui je vais manquer, je leur dis que on va se revoir le plus vite possible et que j'essaierai de les satisfaire à nouveau. C'est très bien. Peut-être que je vais un peu leur manquer, tant mieux. Ouais, il faut un peu quand même. Bah c'est charmé, s'il y a des gens qui m'attendent, c'est... Après, je fais peut-être partie de la génération où moi j'aime bien qu'il y ait 1 an ou 3 mois ou 6 mois et que le public plus jeune d'aujourd'hui, ils ont déjà ingéré ton album d'ici 2-3 mois, ils vont déjà ingéré, je sais pas, tu vois. Après, c'est de ma position, moi, de la façon dont je consomme. Aujourd'hui, il y a tellement... Déjà, je vais continuer à sortir des clips pour faire vivre l'album P-Turn. Tu vas te déplacer partout en France. On va faire une tournée. Donc l'album, il va vivre. Les gens, ils pourront venir en concert pour encore justement vivre cet album et d'une manière différente parce qu'on part en mode live band et tout. Donc on revisite l'album un peu. Il y a des clips, ça va... c'est tout frais de toute façon. Voilà. Ouais. Mais en parallèle, je pense vraiment pas que je vais sortir beaucoup de sons neufs parce que je vais me concentrer à faire un nouveau projet. D'accord. Pour après refaire ce cycle. Donc voilà. Nickel. Bon, on arrive sur la fin de l'émission. Alors je te laisse si tu veux adresser un message à ceux qui te suivent. Déjà, je veux remercier tous les potes qui sont dans la vidéo et les potes et d'ailleurs mon petit frère également. Diego, merci beaucoup pour ta disponibilité. Et que ça m'a fait grave plaisir de le voir apparaître et tout. Et d'ailleurs, j'encourage tout le monde à aller écouter ce qu'il fait parce qu'il fait de la musique également. Et donc d'aller check, c'est Midnight Locomotive, son groupe. C'est ça. Et voilà, je remercie tous les potes qui m'ont fait bien marrer là pour ce truc-là. Jimmy Woo, exceptionnel à son meilleur. C'est ça. Et il y a beaucoup de trucs qui m'ont vraiment touché et ça me fait plaisir. Et je remercie tous les potes, justement, même tu vois les mecs comme Lionel qui sont pas à Paname, tous les potes qui de grandes villes, de l'entourage et autres avec qui on roule, tu vois, et voilà. Je les remercie aussi parce qu'ils m'ont grave aidé à concocter cette petite surprise et cette émission. À Bloupa pour les images d'archives et tout. Pour les images d'archives, ça faisait exactement. plaisir de ouf de voir cette image. C'est clair. Truc de ouf. On lui crache à la gueule, lui demande de partir. Il souffre le martyr, il a le cœur en 2 parties. Rentre chez toi, casse-toi, retourne d'où tu viens. Il a la dalle, parfois il mendie pour du pain. Certains l'attaquent férocement, les autres gens l'ignorent. Quand il sort de son logement, il le fait sobrement. Seule une femme lui porte un regard affectueux. Il aimerait pouvoir lui offrir un repas majestueux. Donc il attend, comme il attend des nouvelles de ses parents. Le cœur écartelé par un tel écart les séparant. Hep, avant de quitter, abonne-toi à ma chaîne YouTube et suis-moi sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter.